Effectivement, les portes sont à la hauteur du regard et quand on traverse la rutière, on a vraiment un échantillon très très intéressant, aussi bien en menuisier bois que métallique. Et je vous invite à prendre le temps de les observer. Évidemment, on passera un peu plus vite sur celles en PVC, elles ne sont pas encore dans le patrimoine. Voilà. Mais vous m'avez fait la transition pour donner la parole à Jean-Marie Grosjean, qui est le directeur du Conseil en architecture, urbanisme et environnement. Alors effectivement, ces édifices sont habités, ils vivent. Comment aujourd'hui conseiller les particuliers, les maîtres d'ouvrage, sur des travaux de réhabilitation thermique, d'accessibilité, de mise aux normes, comment les conseiller, assurer la cohérence de ces ensembles. On a affaire à des particuliers et pourtant on a vraiment cette perspective qui est appuyée par les fluyantes. Comment on peut conseiller aujourd'hui ces particuliers? Bonsoir à tous. Alors, tout d'abord, je voudrais m'associer au dernier propos de Vincent Bradel. Je pense qu'effectivement, nous avons perdu, il ne va pas être, comment dire, passéiste, mais un très grand savoir-faire artisanal, celui des années 50, notamment dans les ouvrages de menuiserie et de ferronnerie. Alors, vous avez parlé du conseil aux particuliers par le CAUE, c'est vrai que c'est sa première mission statutaire. Je pense que Saint-Dié est un peu plus complexe pour nous. Saint-Dié se caractérise par des ensembles bâtis homogènes, unitaires, privés pour partie. Il est inconcevable d'imaginer une rénovation par tranches successives de travaux à l'initiative de leurs propriétaires. Je crains le résultat par avance. Donc je pense qu'il faut inventer quelque chose à Saint-Dié qui soit une démarche d'intervention concertée. Je ne sais pas ce qu'elle serait aujourd'hui. Il me semble qu'il y a à la base de l'information et de la sensibilisation. Je dirais un mot quand même sur la reconnaissance de l'architecture du XXe siècle, enfin l'architecture de la reconstruction comme du patrimoine. Je pense qu'on a encore quelques pas à faire avec le grand public, hein, j'entends. Là on est quand même entre initiés. Je pense qu'on n'y est pas encore. Donc Saint-Dié, ce sont des ensembles bâtis homogènes, unitaires, qui doivent être considérés comme tels lors de travaux de rénovation. Donc il faut travailler avec les propriétaires, faire redécouvrir, apprendre à regarder, surtout à voir cette architecture. Et puis il faut que j'évoque des sujets qui fâchent, parce que j'ai encore vu des évolutions réglementaires qui nous font peur, quoi, comme la récente loi sur l'isolation thermique par l'extérieur. On a décrit beaucoup l'architecture de la reconstruction, qui est finalement fondée sur des éléments tout en retenue, tout en tempérance, hein, ce sont ces filants, ces bandeaux, ce haut vent continu dans la rutière, des encadrements d'ouverture saillants. Moi j'ai un très mauvais exemple, tout récent, dans l'autre grande ville vosgienne, je ne vais pas la citer, mais de massacre pur et simple d'un bâtiment de la reconstruction en face du marché, comme ça vous situez un peu mieux de quelle ville je parle, des marchés couverts. Finalement, on a fait ce qu'on va nous imposer par la loi, c'est-à-dire habiller d'un grand manteau indifféremment toutes les architectures, hein, quelle que soit leur valeur, leur cachet architectural et leur pathologie aussi, parce qu'il y a des problèmes techniques qui se posent derrière tout ça. On habille tout ça d'un grand manteau qui efface les encadrements saillants. L'exemple que je vous décris, on est allé plus loin dans le massacre, parce qu'il y a une forme de cohérence. C'est-à-dire qu'on avait des portes-fenêtres à des étages, donc évidemment avec des ouvrages de ferronnerie pour servir de garde-corps, de protection. Et ben on a remplacé tout ça par un châssis en PVC, on en parlait tout à l'heure, dont la partie basse est fixe, puisqu'il y a un problème de sécurité. On continue à dénaturer. Donc on a massacré la façade à l'échelle de l'immeuble, mais c'est plus grave que ça, c'est qu'en créant l'isolation, on a créé une surépaisseur, c'est-à-dire que par une simple intervention privée, qui part d'un bon sentiment, comme toujours, on a rompu totalement l'alignement du plan de façade. Voilà, ce genre de choses, mais ce qui est grave, c'est que généralement on fait des bêtises par ignorance, par méconnaissance. Là j'ai l'impression que ça va être encouragé par la loi, quoi. Pour peu qu'il y ait des aides publiques encore qui donnent l'élan. Voilà, je crois qu'il faut qu'on soit tous conscients de ça. C'est pour moi un patrimoine fragile, dans le sens où il n'est pas forcément aujourd'hui reconnu comme du patrimoine. Comment vous dire, il est fondé finalement sur des éléments
très discret. On n'a pas une modénature spectaculaire qui pourrait l'apparenter à un patrimoine immédiatement identifiable. Je parle à des immeubles de la Renaissance qui ne font pas débat. Chacun reconnaîtra que ce sont des vieilles pierres qui méritent le respect. L'architecture, la construction, c'est plus complexe que ça. Donc voilà, pour moi, il y a un véritable enjeu. Alors, la question de l'isolation, elle n'est pas simple non plus, parce qu'on est sur des immeubles dont les surfaces d'habitat sont parfois réduites. Donc l'isolation par l'intérieur peut être aussi handicapante. Maintenant, je crois que quand même, dans le domaine, il faut qu'on fasse tous preuve d'un peu plus de circonspection et de professionnalisme, parce que la question de l'isolation, ce n'est pas simplement une question de couvrir d'un grand manteau la façade, c'est traiter les problèmes d'humidité, de ventilation. On est sur un bâti quelquefois construit en moellon, donc un bâti qui a une pathologie particulière qu'on pourrait rapprocher d'une certaine façon de celui des vieilles fermes, même si c'est différent. Donc là-dessus, je pense qu'il faut qu'on travaille avec des véritables diagnostics qui fassent l'état, la mesure précise des sources et de l'importance des déperditions et qui mesure globalement le bénéfice qu'apporterait une isolation par l'extérieur une fois que le toit a été isolé et une fois qu'on a remplacé les fenêtres par des châssis, non pas ceux que je vous ai décrits, mais des châssis adaptés aux normes actuelles de performance thermique, mais aussi en termes d'architecture. Et là, je pense qu'on peut relativiser les choses. La question de l'isolation, elle devient obsessionnelle, et je pense que c'est grave pour notre patrimoine, de toute nature d'ailleurs, mais en particulier de la reconstruction. Voilà. Un petit mot sur les questions de ravalement de façade, parce que là aussi, il ne faut pas qu'on tombe dans les effets de mode ou de surenchère. Je ne citerai pas de ville vosgienne, mais chacun se fera une idée. Encore une fois, Saint-Dié est caractéristique pour la cohérence de son urbanisme, pour la continuité de ses immeubles bâtis. Ne gâchons pas tout ça par une volonté excessive d'artificialisation, de dynamisme qu'on a pu voir ailleurs, qu'on voit partout en France de manière générale. Les enduits de la construction sont généralement très peu colorés. Ce qui fait l'animation des façades, ce sont les lignes qu'on a décrites, les lignes de la modénature saillante en béton armé, quelques jeux de matériaux, mais pas en si grand nombre, la pierre de grès en parement ici, quelques ouvrages de ferronnerie ou de menuiserie qui peuvent être, eux, support d'une couleur un peu plus tonique. Mais voilà, on est sur des palettes plutôt pastel qui jouent sur la continuité. Quand je dis tout ça, je ne suis pas en train de vous dire tout ça c'est immuable et la ville ne doit pas évoluer. Oui, elle peut évoluer. On peut introduire de nouvelles teintes, mais je pense qu'il faut le faire dans le cadre d'une approche urbaine globale, si possible, là je dis à monsieur le maire, dans le cadre d'un plan de coloration, où on peut aussi avoir des intentions très claires, des objectifs très précis sur la volonté de remettre en valeur le commerce, par exemple, une palette de teintes qui serait plus tonique, ce sont des exemples. On parlait des arrières tout à l'heure, évidemment que du point de vue architectural, c'est moins neuf. Peut-être qu'il faut jouer aussi avec la couleur pour mettre plus ou moins en avant tel ou tel immeuble. Voilà ce qu'on peut faire avec la couleur, mais dans une approche d'ensemble. Ça me paraît essentiel. De ce point de vue-là, Saint-Dié, en tout cas le quartier reconstruit de Saint-Dié est plus complexe pour nous. Le conseil au particulier, honnêtement, je serai demain contacté par un propriétaire de la rue Thiers pour un ravalement de façade ou une isolation par l'extérieur. Pas simple, et je pense que peut-être je prendrai contact avec la mairie pour qu'on en discute plus globalement. Voilà. Que dire d'autre? La question de l'accessibilité, j'ai envie de dire qu'elle n'est pas plus prégnante dans l'architecture de la construction que dans d'autres patrimoines. Véritablement, je ne pense pas que cet enjeu-là a été intégré dès l'origine. On était dans le baby-boom. Aujourd'hui, on est plutôt dans le papy-boom, c'est-à-dire que nos enjeux, c'est le maintien à domicile de nos anciens, des personnes âgées. Donc la question du handicap, de la difficulté de se déplacer, se pose d'une autre façon à l'époque de la reconstruction. Maintenant, on est sur une architecture moderne, dans l'esprit constructif, qui, d'un point de vue, de ce point de vue constructif, n'est pas a priori la plus contraignante pour régler des problèmes d'accessibilité,
qui n'ont pas été davantage intégrés que dans d'autres architectures. Voilà ce que je pourrais vous dire. Mais à mon avis, encore un gros travail de reconnaissance. Alors le label 20e, c'est très bien, c'est un début. Ça peut faire l'objet d'événements médiatisés. Après, je pense qu'il y a peut-être aussi un travail plus local de sensibilisation de la population, à Saint-Dié, dans les Vosges de manière générale, et ailleurs également, mais je ne parlerai que des Vosges. Et puis je voudrais avoir un mot aussi sur l'urbanisme, la construction en milieu rural, parce qu'on a dans les Vosges, même si ça n'a pas fait l'objet de labellisation, des petits villages comme Jean-Ménil, avec des ensembles qui sont de très grand intérêt, des ensembles ruraux, avec l'église, la salle polyvalente, la mairie. Évidemment, l'église, ce n'est pas celle d'Azraï, on n'est pas dans le même cachet architectural. Pour autant, du point de vue urbain et de la recomposition de la ville avec les enjeux d'hygiène, d'aération, de place publique, de place centrale, on est là sur un ensemble tout à fait intéressant. Voilà.